La première chose que mon père a faite quand j'ai posé le pied sur sa pelouse a été de se moquer de moi. Pas un sourire, pas une étreinte après 3 ans passés à l'étranger, pas même une question pour savoir si j'avais mangé, dormi ou simplement survécu. Il a ri. L'arrêt de bus est par là, a-il crié à travers le jardin pendant que mes cousins décapsulaient des bières et se tournaient pour me dévisager. Je me souviens de la chaleur ce jour-là. Une chaleur écrasante typique du sud de la France, celle qui vous colle à la peau comme un linge humide et qui fait trembler l'air au-dessus de l'allée. Je me souviens de l'odeur des saucisses brûlées sur la plancha, de l'alcool à brûler et de l'herbe fraîchement coupée. Et je me souviens de ma mère baissant les yeux au lieu de l'arrêter. Puis est venu ce son. Sourd, violent, mécanique. Le ciel lui-même a semblé trembler. Tout le monde a levé les yeux en même temps lorsqu'un immense aéronef militaire est descendu en rase-motte au-dessus du quartier, faisant vibrer les fenêtres et glisser les chaises de jardin sur la pelouse. Mon père a cessé de sourire, et quand 2 officiers en uniforme en sont sortis pour me saluer devant tout le monde, ma mère a failli s'effondrer. Au moment où je me suis garé dans l'allée de mes parents ce dimanche après-midi, ma chemise était collée à mon dos par la sueur, et la vieille Peugeot de location sentait vaguement le café d'aéroport et la poussière. Je suis resté assise là un instant, les 2 mains posées sur le volant, à fixer la maison où j'avais grandi. Rien n'avait changé. La même peinture blanche écaillée. Le même panier de baskets rouillé au-dessus du garage. Le même carillon que ma mère avait acheté sur un marché provençal dans les années 90. Même la balancelle du Porsche grinçait toujours dans la brise, exactement comme lorsque j'étais adolescente et que je faisais le mur après minuit. Pendant une seconde, j'ai failli faire demi-tour. J'aurais dû, mais ma mère m'avait appelé 3 semaines plus tôt. Sa voix était hésitante et prudente. « Ton père va fêter ses 70 ans, avait-elle dit. Ça lui ferait beaucoup de bien si tu venais. » Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était « s'il te plaît, essaie encore une fois. » Alors, je suis venu. Je suis sorti dans la chaleur étouffante et j'ai attrapé mon sac marin dans le coffre. Le sac semblait usé par des années de voyage. Tissu couleur sable, écusson militaire, fermetures éclairs et raflés. Il m'avait accompagné dans des endroits que la plupart des gens de ce quartier ne sauraient même pas situer sur une carte. Le jardin était bondé de parents et de voisins. De la variété française s'échappait d'une enceinte posée près de la terrasse. Les enfants se couraient après à travers les jets d'eau pendant que des hommes en casquette se tenaient autour des glacières, discutant de l'équipe de France de foot et du prix de l'essence. Personne ne m'a remarqué au début. Puis ma cousine Delphine a tourné la tête et s'est figée. Eh bien, regardez qui a fini par rentrer au bercail. Les conversations ont ralenti. J'ai vu les regards en biais, les sourires polis, la curiosité. Pas une seule personne ne s'est approchée pour me prendre dans ses bras. Puis mon père est apparu de derrière le barbecue, une pince à viande à la main. François Martin, 1,85 m, des épaules larges un peu ramollies par l'âge, les cheveux gris coupés très courts, comme s'il pensait toujours avoir 35 ans. Son visage était creusé de rides profondes par des années de soleil et de colère contenue. Il m'a jaugé de la tête aux pieds. Un jean, des chaussures de terrain, un t-shirt sombre et uni, pas d'uniforme. Sa bouche s'est immédiatement tordue. « Tiens donc, dit-il d'une voix forte, voilà notre grande voyageuse. » Quelques personnes ont gloussé nerveusement. Je me suis forcé à sourire. « Contente de te voir aussi, papa. » Il a pointé sa pince vers la route derrière moi. L'arrêt de bus est par là. Des rires ont éclaté autour de la terrasse. Pas tous cruels, certains étaient mal à l'aise, d'autres automatiques, mais c'était suffisant. Je me tenais là, serrant mon sac, tandis que la chaleur me montait au visage. Mon père a eu un petit sourire en coin et a retourné une brochette. Qu'est-ce ce qui se passe? L'armée n'a plus de guerre à faire? Je suis toujours en service. MHM, il a hoché la tête comme s'il n'en croyait pas un mot. Et qu'est-ce ce que tu fais exactement, ces jours-ci? Tu classes toujours des dossiers. J'ai jeté un coup d'œil vers ma mère. Sylvie se tenait près de la table de pique-nique, arrangeant des assiettes en carton dont personne n'avait besoin. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle n'a rien dit. Elle ne disait jamais rien. Je travaille à l'Hexagone Ballard, au ministère maintenant, ai-je répondu doucement. Cela a déclenché un autre rire de la part de mon frère Julien. Oh, ça y est. Julien s'est penché en arrière sur sa chaise longue, ses lunettes de soleil posées sur la tête et une bière en équilibre sur le ventre. À 38 ans,
Il se comportait toujours comme le capitaine de l'équipe de rugby locale qui pensait que la vie lui devait des applaudissements. Le ministère des Armées, a-il répété avec théâtralité. Tu entends ça, papa? Élodie dirige pratiquement le pays maintenant. Encore des rires. J'ai ravalé ma fierté. C'était ça, le problème avec l'humiliation quand elle vient de la famille. Elle ne frappe pas violemment. Elle s'infiltre lentement, comme de l'éau glacée qui remplit vos poumons. Mon père a piqué une saucisse un peu trop fort. Les femmes n'ont rien à faire au combat de toute façon, a-il marmonné. J'ai jamais compris pourquoi tu tenais tant à jouer au petit soldat. C'était toujours la même phrase, juste un peu plus vieille. Jane avait entendu des variantes toute ma vie. Quand j'avais 17 ans et que je voulais intégrer Saint-Cyr. Quand je me suis engagé après les attentats. Quand j'ai obtenu mes galons d'officier. Quand j'ai été déployé à l'étranger. Quand je suis rentré avec des médailles sur lesquelles il n'a jamais posé de questions. Rien de ce que je faisais ne comptait, parce que je le faisais en tant que fille et non en tant que fils. Julien était resté ici, il vendait des voitures, avait divorcé 2 fois, empruntait constamment de l'argent. Mais Julien était solide. Julien était normal. Julien, c'était la famille. J'ai remonté mon sac sur mon épaule et j'ai regardé autour du jardin. Mes vieux amis de lycée étaient partis. La plupart des voisins avaient vieilli. Un homme a plissé les yeux comme s'il se souvenait vaguement de qui j'étais. Personne ici ne savait où j'avais été. Il ne savait rien de Gao, ni des vols d'évacuation d'urgence, ni des nuits où je suis resté éveillé 36 heures d'affilée pour coordonner des itinéraires d'extraction pendant que des tirs de mortier faisaient trembler les fenêtres à l'autre bout du monde. Il ne le savait pas parce qu'il ne l'avait jamais demandé. Et au bout d'un moment, j'avais arrêté d'essayer de leur raconter. Ma mère s'est finalement approchée avec un verre de citronnade fraîche. « Tu as maigri » a-t-elle dit doucement. J'ai failli rire. Pas, tu m'as manqué. Pas, je suis heureuse que tu sois saine et sauve. Juste, tu as maigri. Je vais bien, maman. Elle a hoché la tête précipitamment et a regardé vers mon père avant de s'éloigner à nouveau. Cette vieille douleur familière s'est installée dans ma poitrine. Certaines familles se brisent dans un grand fracas. La mienne s'est brisée silencieusement au fil des décennies. Je me suis dirigé vers le fond du jardin, près de la clôture, loin du bruit. Les cigales chantaient à tue-tête dans les pins. La sueur coulait le long de ma colonne vertébrale sous ma chemise. Quelque part derrière moi, Julien a commencé à raconter une autre blague à mes dépens. Puis mon téléphone a vibré. Je l'ai sorti de ma poche. Heure d'arrivée estimée, 90 secondes. Aucune signature. Ce n'était pas nécessaire. J'ai regardé ma montre machinalement. Mon père l'a remarqué. Quoi encore, a-t-il crié. Tu attends un taxi? Quelques personnes ont ri de nouveau. Je l'ai regardé calmement. Non, monsieur, ai-je dit. C'est mon chauffeur. Il a lâché un aboiement de rire. Puis le son a commencé. Au début, c'était lointain, sourd et étrange, comme un coup de tonnerre piégé sous terre. Les conversations dans le jardin se sont tues. Les gens ont tourné la tête. Le son est devenu plus fort. Des pales de rotor rapides et lourdes fendant l'air avec une force que l'on n'entendait pas seulement, mais que l'on ressentait jusque dans les côtes. Les enfants ont arrêté de courir. Quelqu'un a chuchoté, « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Puis l'ombre est passée au-dessus de la maison. Les femmes ont attrapé leurs chapeaux tandis que le vent explosait sur la pelouse. Les assiettes en carton ont volé dans les airs. Les chaises de jardin ont basculé sur le côté. Ma mère a agrippé la nappe à 2 mains pendant que la poussière et l'herbe tourbillonnaient autour de nous. Et descendant au-dessus du jardin de mon père, comme sorti tout droit d'un film de guerre, se trouvait un immense hélicoptère gris NH-90 Caïman. L'aéronef volait suffisamment bas pour faire trembler les fenêtres de la maison. Mon père a perdu toutes ses couleurs. Plus personne ne riait. Et c'est à ce moment précis qu'il a réalisé que la blague n'avait jamais été sur moi. Le bruit des rotors engloutissait tout. La musique a disparu sous le vacarme violent qui venait d'Hainaut. La poussière balayait la pelouse par vagues épaisses, soulevant les nappes en l'air et envoyant les serviettes tournoyer par-dessus la clôture chez les voisins. Quelqu'un a crié quand une chaise longue s'est retournée. Un des jeunes enfants s'est mis à pleurer, et au milieu de tout ça, je suis resté immobile. J'avais entendu ce son dans des déserts, sur des pistes endommagées,
et une fois au milieu d'une zone d'évacuation glaciale où des civils terrifiés s'agrippaient aux barbelés pendant que nos soldats tentaient de maintenir un périmètre de sécurité. Comparé à cela, le jardin de mon père semblait étrangement petit. L'hélicoptère a fait du surplace un instant au-dessus de la propriété avant de se poser sur l'étendue d'herbe dégagée, au-delà du vieux chêne près de la clôture du fond. Le souffle des rotors pliait les branches sur le côté et aplatissait les parterres de fleurs que ma mère avait mis des années à entretenir. Mon père avait l'air horrifié. « Oh mon Dieu !» a chuchoté ma mère. L'aéronef s'est posé lourdement sur la pelouse avec un gémissement mécanique qui a fait vibrer le sol sous nos pieds. La chaleur irradiait des moteurs. La poussière retombait lentement dans l'air, comme la fumée après une explosion. Personne ne bougeait. Le quartier entier était devenu silencieux, à l'exception du mouvement rotatif mourant des pales. La moitié des personnes présentes avaient l'air terrifiées. L'autre moitié avait l'air fascinée. Ma cousine Delphine tenait une main devant sa bouche. Julien fixait l'appareil, sa bière pendant lâchement au bout de ses doigts. De l'autre côté de la rue, les voisins s'avançaient déjà dans leurs allées, leur téléphone levé pour filmer. Puis la rampe arrière s'est abaissée. 2 officiers en sont sortis. Le premier était un colonel de l'armée de terre en tenue de cérémonie, grand et carré, des barrettes de décoration parfaitement alignées sur sa poitrine. Le deuxième portait l'uniforme bleu de l'armée de l'air et de l'espace, ses insignes argentés étincelant sous le soleil de l'après-midi. Tous les yeux du jardin les ont suivis alors qu'ils marchaient directement vers moi. Pas vers mon père, pas vers la maison, vers moi. Je pouvais sentir la tension se propager dans la foule à chacun de leurs pas. De la confusion d'abord, puis de l'incrédulité, et enfin quelque chose de dangereusement proche de la peur. Le colonel s'est arrêté à 1 mètre de moi et a salué. Un salut net, immédiat, respectueux. « Mon commandant », dit-il par-dessus le bruit faiblissant du moteur. « Toutes nos excuses pour le retard. » L'officier de l'armée de l'air a salué à son tour. Mon père a physiquement reculé d'un pas et rendu le salut sereinement. « Il n'y a pas de problème, mon colonel. » Derrière moi, quelqu'un a marmonné, « Putain de merde. » Julien clignait des yeux à toute vitesse. « C'est quoi son grade, au juste ?» J'ai entendu ma mère aspirer une bouffée d'air tremblante. Pendant quelques secondes, personne dans ma famille ne semblait capable de parler. Toute l'image qu'il avait de moi venait de voler en éclats devant eux, si soudainement qu'ils ne pouvaient pas recoller les morceaux assez vite. Mon père a été le premier à se reprendre. « Bon », a-t-il lâché avec un rire forcé. « Qu'est-ce que c'est que toute cette mise en scène ?» Le colonel l'a regardé brièvement, évaluant clairement s'il avait la moindre importance. Puis ses yeux sont revenus vers moi. « Nous avons reçu l'ordre de vous ramener à Paris immédiatement, mon commandant. » Le sourire de mon père a disparu. Paris. J'ai ramassé mon sac marin à côté de la chaise de jardin. Bien reçu. Julien s'est enfin levé. Attendez une minute. Vous êtes en train de me dire que cet engin est venu jusqu'ici juste pour elle? L'officier de l'armée de l'air a répondu avant moi. Affirmatif, monsieur. Julien a ri une fois, incrédule. Non, c'est pas possible. J'ai presque ressenti de la pitié pour lui. Presque. Mon père fixait les uniformes des officiers comme s'il cherchait la preuve que tout cela n'était qu'une vaste farce. Mais les hommes reconnaissent instinctivement l'autorité. Même les civils la sentent quand elle entre dans une pièce. Et pour la première fois de sa vie, mon père réalisait que je possédais un genre d'autorité dont il ne pouvait pas se moquer. Le colonel a baissé légèrement la voix. Le ministre veut que vous soyez de retour avant le briefing de ce soir. J'ai hoché la tête, j'avais compris. Ma mère a attrapé le bord de la table de pique-nique pour se stabiliser. Élodie, sa voix paraissait fluette. Quel briefing? Je l'ai regardée avec douceur. Je ne peux pas en parler, maman. Cette réponse l'a secoué bien plus que si je lui avais tout expliqué. Parce que les secrets signifiaient l'importance. La vraie importance. Pas le genre d'importance dont mon père se vantait lors des barbecues après quelques verres de trop. Pas la politique locale, les affaires du coin ou les comités d'entreprise. Le genre d'importance lié à la capitale, aux salles de crise, aux décisions qui traversent les océans. Un des garçons du quartier s'est approché de la clôture, fixant l'hélicoptère avec de grands yeux. Elle est célèbre, a-il chuchoté bruyamment. Sa mère l'a tiré en arrière par le bras. Lucas, ne montre pas du doigt. Mais plusieurs personnes me regardaient différemment maintenant. Pas chaleureusement,
pas avec une affection soudaine, juste avec prudence. Comme s'il réalisait qu'il avait mal jugé la femme discrète qui se tenait près du barbecue. Julien a secoué la tête à plusieurs reprises. Papa a dit que tu travaillais dans un bureau. C'est le cas, ai-je répondu. La commissure des lèvres du colonel a très légèrement tressailli, comme s'il réprimait un sourire. Mon père l'a remarqué. Son visage est devenu rouge écarlate. Qu'est ce qui est si drôle? Le colonel s'est redressé. Rien du tout, monsieur. Mais le mal était déjà fait. Car pour la première fois, mon père comprenait qu'il y avait des conversations autour de lui dont il ne faisait pas partie. Il détestait cette sensation. Tu essaies de nous humilier, m'a-t-il lancé soudainement. Le vieil instinct a immédiatement refait surface. Ce besoin de me faire toute petite pour qu'il reste à l'aise. Mais quelque chose en moi avait changé avec les années. La guerre modifie votre rapport à la peur. Après avoir vu des hélicoptères extraire des soldats blessés sous un feu nourri. Après avoir passé des nuits à appeler des mères dont les fils ne rentreraient pas. Après être resté assis en silence à fixer des cercueils recouverts du drapeau tricolore. Un tyran de jardin perd une bonne partie de son pouvoir. Je l'ai regardé avec aplomb. Tu t'es humilié tout seul. Les mots ont frappé plus fort que si j'avais crié. Sa mâchoire s'est contractée. Autour de nous, tout le voisinage s'était rassemblé. Les voitures ralentissaient dans la rue, les téléphones filmaient ouvertement. Mon père sentait son contrôle lui échapper en temps réel, et cela le terrifiait. Il a pointé l'aéronef du doigt. C'est un coup monté. Non. Alors pourquoi diable te salue-t-il? Le colonel a répondu calmement. Parce qu'elle l'a mérité. Silence. Un silence absolu. Même les cigales semblaient s'être tues. J'ai vu les yeux de ma mère s'embuer soudainement de larmes qu'elle ne comprenait pas elle-même. Peut-être parce qu'elle voyait enfin ce qu'elle aurait dû voir des années plus tôt. Ou peut-être parce qu'elle réalisait à quel point ma vie s'était déroulée complètement en dehors de cette famille. Mon père m'a regardé comme s'il regardait une étrangère portant le visage de sa fille. Qu'est ce que tu fais exactement, a-t-il demandé à nouveau, mais cette fois l'arrogance avait disparu. J'ai soutenu son regard. Puis j'ai jeté un coup d'œil vers le caillement derrière moi, massif et patient sous le soleil du sud. Des choses que tu disais que les femmes ne pourraient jamais faire. Personne n'a parlé après ça. Le vent a légèrement agité les feuilles des arbres. Quelque part au bout de la rue, un chien a aboyé. Ma mère s'est assise lentement sur une chaise de jardin, comme si ses genoux ne pouvaient plus supporter son poids. Et pour la première fois depuis que j'avais 17 ans, mon père n'avait rien à répondre. Les gens aiment prétendre que les fractures familiales viennent d'un seul moment terrible. Une gifle, une trahison, une dispute hurlante qui change tout du jour au lendemain. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé avec nous. Mon père détruisait les gens lentement, silencieusement, comme Léo qui use la pierre au fil des années jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des fissures. Même en me tenant là, à côté de cet hélicoptère militaire, avec la moitié du quartier qui me regardait comme si j'étais quelqu'un d'important, je me sentais encore comme une petite fille de 12 ans à l'intérieur chaque fois que François Martin me regardait d'une certaine façon. C'était la chose la plus difficile à expliquer aux autres. La force n'efface pas les vieux dégâts. Elle vous apprend juste à fonctionner tout en les portant. L'ambiance dans le jardin était devenue pesante après ma dernière remarque. Les conversations ont repris par bribes, basses et incertaines. Personne ne savait plus quoi dire. L'odeur de la viande grillée était devenue âcre à cause des saucisses restées trop longtemps sur la grille. Mon père a marché jusqu'à la glacière et a ouvert une autre bière dont il n'avait pas besoin. Julien est resté inhabituellement silencieux. Les officiers m'ont laissé de l'espace, se tenant près de l'appareil tout en faisant semblant de ne pas observer la tension familiale qui se déroulait à 20 mètres de là. Courtoisie professionnelle. Je me suis assise à l'extrémité de la terrasse, à l'ombre du grand pin, et j'ai regardé la lumière du soleil scintiller à travers les épines sur l'herbe. L'espace d'un instant, je me suis laissé dériver dans le passé. De retour au moment où tout a commencé. J'avais 8 ans la première fois que mon père m'a dit que je riais trop fort pour une fille. 10 ans quand il a dit que grimper aux arbres n'était pas distingué. 12 ans quand il a commencé à me présenter aux gens comme la têtue. Julien, pendant ce temps, pouvait faire à peu près n'importe quoi et être toujours adoré. S'il était renvoyé du collège, c'était parce que les garçons sont turbulents. Si je protestais à propos de mes notes, des règles ou d'une injustice, j'étais difficile.
Les règles dans notre maison étaient invisibles mais absolues. Les garçons avaient le droit de s'épanouir. Les filles devaient s'accommoder. Et mon père ne m'a jamais pardonné d'avoir refusé de me faire toute petite. La bataille la plus difficile a commencé après les attentats. Je me souviens encore d'être assise à la table de la cuisine, remplissant mon dossier pour l'école des officiers de Saint-Cyr, pendant que la télévision repassait en boucle les images de panique et de terreur. Ma mère n'arrêtait pas de se tordre les mains nerveusement. Mon père regardait les formulaires comme s'il s'agissait d'une insulte personnelle. Tu ne vas pas entrer dans l'armée. J'ai déjà donné. Aucune de mes filles n'ira à la guerre. Je l'ai regardé droit dans les yeux, peut-être pour la première fois de ma vie. Alors peut-être que ta fille n'est pas celle que tu crois. Ce fut le début de la guerre froide entre nous. Lors de ma cérémonie de remise des sabres, les familles remplissaient des rangées entières de gradins, tenant des fleurs, des appareils photos et des banderoles. Les mères pleuraient. Les pères serraient fièrement la main des officiers supérieurs. J'ai scruté la foule pendant des heures. Ma famille n'est jamais venue. Plus tard dans la nuit, Julien m'a appelé, ivre, depuis un bar. Papa dit que tu as fait ton choix. Mon choix? Comme si servir mon pays signifiait d'une certaine manière abandonner ma famille plutôt que d'essayer de devenir quelqu'un en son sein. Ce qui est étrange, c'est que j'ai continué d'essayer malgré tout. C'est ce que font les enfants de parents difficiles. Ils courent après l'approbation bien longtemps après que la logique leur ait dit d'arrêter. À chaque déploiement, j'envoyais des cartes postales. À chaque promotion, j'appelais à la maison. À chaque Noël, j'envoyais des cadeaux. Et à chaque fois, la réponse semblait purement administrative. T'es en sécurité là-bas? Tu manges à ta faim? Tu comptes te poser un jour? Pas une seule fois mon père ne m'a demandé si j'étais fier de moi. Pas une seule fois. J'ai passé des années à me convaincre que ça n'avait pas d'importance. Puis le Mali est arrivé. Il y a des choses de ces années-là dont je ne parle toujours pas. Des visages que je revois encore parfois quand je me réveille en sursaut à 3 heures du matin. Certains bruits qui contractent chaque muscle de mon corps avant même que mon cerveau ne comprenne. Une nuit d'hiver en opération extérieure, nous avons perdu 2 de nos hommes lors d'une mission d'extraction. Je me suis assise seule ensuite dans un préfabriqué de commandement temporaire, avec du sang sur ma manche qui n'était pas le mien, essayant de rédiger les avis de décès pendant que les groupes électrogènes bourdonnaient dehors dans le noir. J'ai appelé chez moi 3 jours plus tard, parce que le deuil vous fait faire des choses étranges. C'est ma mère qui a répondu. Elle avait l'air distraite. Ton père dort. J'ai failli raccrocher. Puis elle a dit doucement, il s'inquiète pour toi bien plus qu'il ne le dit. Je voulais tellement la croire. Tellement. Mais quelques mois plus tard, je suis rentré à l'improviste quand ma mère a dû se faire opérer. Je suis arrivé tard le soir et je suis entré dans la maison discrètement parce que je ne voulais réveiller personne. J'ai entendu mon père parler dans la cuisine avant qu'il ne sache que j'étais là. Un de ses amis était passé. Elle est toujours dans l'armée, a demandé l'homme. Ouais, a répondu mon père d'un ton dédaigneux. Mais elle n'a pas vraiment l'étoffe d'un militaire, de toute façon. Je suis resté figé dans le couloir, tenant mon sac de voyage. Pas l'étoffe d'un militaire. À ce stade, j'avais déjà dirigé des opérations à l'étranger, coordonné des évacuations d'urgence, enterré des amis. Mais pour mon père, je n'étais toujours que sa fille décevante qui jouait à être forte. Cette phrase m'est restée en tête plus longtemps que n'importe quel tir de mortier. De retour au présent, je regardais fixement l'autre bout du jardin pendant que ces lointains souvenirs s'estompaient lentement. Ma mère s'est approchée avec précaution et s'est assise à côté de moi. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé. Le soleil de fin d'après-midi adoucissait la lumière autour de nous. Les officiers sont restés près de l'aéronef, nous accordant de l'intimité sans que cela ne paraisse évident. Finalement, elle a chuchoté, « Tu ne nous as jamais rien dit de tout ça. » J'ai failli rire. Vous ne me l'avez jamais demandé. La vérité l'a blessée, parce que c'était vrai. Elle a croisé les mains fermement sur ses genoux. J'ai remarqué à quel point elles étaient devenues minces avec l'âge. Ma mère avait toujours eu l'air fatiguée, d'une manière bien plus profonde que le simple manque de sommeil. Ton père? A-t-elle hésité? Il a grandi dans une autre époque. Moi aussi. Elle a baissé les yeux. C'était ça, la tragédie de ma mère. Elle n'était pas cruelle. Elle était soumise. Et parfois, ça cause tout autant de dégâts. Un silence s'est étiré entre nous.
Puis mon père s'est dirigé vers nous depuis le barbecue. Son visage avait l'air plus vieux, soudainement. Plus fragile. Ce que je ne comprends pas, a-t-il dit d'un ton rigide, c'est pourquoi tu es venu aujourd'hui. Je l'ai observé pendant plusieurs secondes avant de répondre. Parce que la vérité était humiliante. Parce que malgré tout, une part de moi voulait encore que mon père m'aime ouvertement, juste une fois, avant que l'un de nous ne meure. Au lieu de cela, j'ai dit, maman m'a invité. Il a hoché la tête une fois, comme si cette réponse le satisfaisait. Puis j'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti une enveloppe pliée. Je suis aussi venu pour une autre raison, en fait. Mon père a froncé les sourcils. Qu'est-ce ce que c'est? Je lui ai tendu l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient les documents du prêt immobilier, intégralement soldés. Son front s'est plissé davantage en lisant. Qu'est-ce ce que c'est? La maison? J'ai parlé doucement. Le crédit est remboursé depuis près de 4 ans. Ma mère a poussé un petit cri étouffé. Mon père a levé les yeux lentement. C'est toi qui as fait ça? J'ai hoché la tête. Le silence s'est à nouveau installé entre nous, plus lourd cette fois. Pourquoi, a-t-il demandé. Ce seul mot portait une confusion sincère. Pas de la gratitude. De la confusion. Et bizarrement, ça a fait encore plus mal. J'ai regardé la maison derrière lui, la peinture écaillée, la vieille balancelle, les fenêtres qui brillaient d'une couleur dorée sous le soleil couchant. Puis j'ai regardé l'homme qui avait passé toute ma vie à me refuser son approbation comme si c'était une monnaie d'échange. Parce que je gardais l'espoir, ai-je dit doucement, qu'un jour tu finisses par me voir comme ta fille. Mon père a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Ce qui est étrange avec la fierté, c'est qu'elle s'effondre rarement d'un seul coup. Les hommes comme mon père ne deviennent pas soudainement humbles parce que la vérité les embarrasse. Généralement, ils se battent encore plus fort. Ils se raccrochent à la colère, parce que la colère donne l'impression d'être plus fort que la honte. C'est ce que j'ai vu se passer en lui au moment où il m'a rendu les papiers de la maison. Ses doigts tremblaient légèrement, bien qu'il ait essayé de le cacher. Autour de nous, la petite fête avait complètement perdu son rythme. Les conversations dérivaient par fragments. Les gens faisaient semblant de ne pas regarder alors qu'ils nous fixaient absolument tous. Mes cousins chuchotaient près de la table de jardin. De l'autre côté de la rue, les voisins s'attardaient près de leur boîte aux lettres bien plus longtemps que nécessaire. Mon père détestait la vulnérabilité publique plus que tout au monde. Et maintenant, il se tenait au milieu de sa propre pelouse, se sentant exposé devant tous ceux qu'il avait passé des années à essayer d'impressionner. « Tu n'aurais pas dû faire ça », a-t-il marmonné. Le prêt, tout ça. Je l'ai observé en silence. Pourquoi? Parce que maintenant, les gens vont penser que je n'ai pas été capable de subvenir aux besoins de ma propre famille. Et voilà. Pas d'inquiétude sur les sacrifices financiers que j'avais faits, pas d'émotion sur ce que le geste signifiait, juste de l'ego. Ma mère a fermé les yeux un instant, comme si elle était épuisée jusqu'à la moelle. Julien s'est soudainement levé de sa chaise. Papa, arrête de parler. Mon père s'est retourné d'un coup. Mêle-toi de tes affaires. Non, a rétorqué Julien, surprenant tout le monde. Sérieusement, arrête. Cela a attiré mon attention. Julien et moi n'avions jamais été proches, mais le voir défier notre père, même un peu, semblait presque irréel. Mon père l'a dévisagé. Tu prends son parti, maintenant? Julien s'est passé la main sur le visage. Il n'y a plus de parti. Les mots ont plané lourdement au-dessus du jardin. Parce qu'il avait raison. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était une collision entre la vérité et le déni était en train de perdre à plate couture. Le colonel s'est approché avec précaution, ayant senti le changement d'atmosphère. Mon commandant, m'a-t-il dit discrètement. Nous devons décoller dans 15 minutes environ. Bien reçu. Mon père a regardé de l'un à l'autre. 15 minutes pour quoi faire? Je n'ai pas répondu immédiatement. Le colonel l'a fait. Il y a une réunion d'urgence au ministère ce soir concernant les opérations d'extraction de familles de ressortissants et de militaires. Mon père a froncé les sourcils. Extraction? L'officier a fait un léger signe de tête. Oui, monsieur. Julien a laissé échapper un sifflement d'admiration. Mon père a ramené lentement son regard sur moi. Tu es impliqué là-dedans? Oui. À quel point?
J'ai hésité. Pas parce que la réponse était classée secret défense. Une partie l'était, une autre non. Mais parce que c'était la première fois de ma vie que mon père me posait une question sur mon travail avec une attention sincère. Et d'une certaine façon, ça m'a fait encore plus mal que s'il avait continué à se moquer de moi. Je supervise plusieurs équipes de coordination internationale, ai-je dit prudemment. Principalement des évacuations impliquant des familles de militaires et du personnel diplomatique. Ma mère m'a regardé, incrédule. Tu veux dire quand des gens se retrouvent coincés dans des pays en guerre? Tu les aides à rentrer chez eux. Un silence, le genre de silence qui change les gens de l'intérieur. J'ai regardé mon père essayer de réconcilier l'image de la fille qu'il pensait connaître avec la femme qui se tenait devant lui maintenant. On pouvait presque voir les années se réorganiser douloureusement derrière ses yeux. Soudainement, il eut l'air fatigué. Pas vieux exactement, juste écrasé par cette prise de conscience. Tu ne nous as jamais parlé de tout ça. Cette phrase m'a presque mise assez en colère pour en rire. J'ai essayé. Son front s'est plissé. Non, ai-je dit calmement. Je l'ai fait. C'est juste que tu n'écoutais pas, un souvenir a instantanément refait surface entre nous deux. Le repas de Noël 7 ans plus tôt. J'avais mentionné avoir reçu une citation après une opération à l'étranger. Mon père m'avait interrompu au milieu de ma phrase pour se plaindre des joueurs de foot qui ne chantaient pas la Marseillaise. Un autre souvenir. La fois où j'ai appelé pour annoncer que mon déploiement était prolongé, et où il a passé 20 minutes à me parler des ventes de voitures de Julien sans me demander comment je tenais le coup. Encore un autre. Et un autre. Mon père s'en souvenait aussi. Je pouvais le voir. Le regret commençait à se lire sur son visage par petits éclairs incontrôlables. C'était ça, le pouvoir de la vérité. Une fois qu'elle entre dans une pièce, il devient difficile de la faire ressortir. Julien a regardé vers l'hélicoptère. Alors pendant tout ce temps, il a secoué la tête lentement. Tu faisais vraiment quelque chose d'énorme. J'ai presque souri au choix de ces mots. Vraiment, comme si ma vie ne devenait réelle qu'une fois que des hommes en uniforme la validaient publiquement. Mais je comprenais d'où il venait. Notre père nous avait tous les deux entraînés à mesurer notre valeur à travers son système d'approbation. Julien avait juste eu la chance de mieux correspondre au moule. Je ne me cachais pas, ai-je dit doucement. Vous avez juste tous décidé de qui j'étais, il y a des années. Personne n'a contredit cela. Ma mère s'est soudainement levée et a croisé les bras fermement contre elle, pour se protéger d'une brise à peine perceptible. J'aurais dû te défendre davantage. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Je l'ai regardé pendant un long moment. Peut-être que 10 ans plus tôt, entendre ces excuses m'aurait dévasté émotionnellement. Peut-être que j'aurais pleuré. Peut-être que j'aurais déchargé des décennies de souffrance. Mais le deuil change de forme avec le temps. Finalement, il arrête de hurler et s'assoit simplement en silence à côté de vous. Je sais, ai-je dit doucement. Ses yeux se sont instantanément remplis de larmes. Mon père a détourné le regard vers la rue, où les voisins faisaient toujours semblant de ne pas observer la scène. L'un d'eux, le vieux monsieur Lambert qui habitait 3 maisons plus bas, s'est finalement approché par le portail latéral. Il m'a regardé d'abord, puis mon père. Tu devrais être fier d'elle, François. Une phrase simple. Une phrase banale, mais qui a frappé plus fort que n'importe quoi d'autre cet après-midi-là, parce qu'elle venait d'un autre homme. Un homme plus âgé, de la même génération, du même village, avec la même vision du monde. Et soudainement, mon père n'avait plus nulle part où cacher ses excuses. Monsieur Lambert m'a fait un signe de tête respectueux avant de repartir. Mon père a regardé l'herbe pendant plusieurs secondes. Puis, doucement, presque sur la défensive, il a marmonné, je voulais juste qu'elle ait une vie normale. J'ai répondu avant que quiconque ne puisse le faire. Non. Tu voulais que j'aie une vie plus petite. Il a relevé la tête brusquement. Je me suis levé lentement de ma chaise et j'ai fait un pas vers lui. Le jardin était redevenu silencieux. Même les officiers avaient cessé de bouger. Tu as passé toute ma vie à m'apprendre que je ne compterai jamais à moins qu'un homme ne m'approuve, ai-je dit avec un calme glacial. Toi d'abord, puis un mari, un jour. Mon père a ouvert la bouche, mais j'ai continué. Tu t'es moqué de tout ce qui faisait ma force parce que ça ne correspondait pas à l'image de la fille que tu voulais. Son visage s'est contracté douloureusement. Et le pire? J'ai dégluti difficilement. J'ai passé des années à te croire.
C'est cela qui a finalement brisé quelque chose en lui. Pas bruyamment, pas de manière théâtrale, juste un effondrement subtil derrière ses yeux. La réalisation que pendant qu'il essayait de m'endurcir pour me rendre obéissante, le monde m'avait forgé pour devenir quelqu'un qui dépassait de loin sa compréhension. Le colonel a regardé sa montre discrètement. C'était l'heure. J'ai ramassé mon sac marin à nouveau. La respiration de ma mère s'est immédiatement saccadée. Tu pars maintenant? Oui. Quelque chose de désespéré a traversé son visage. Élodie, s'il te plaît. Sa voix tremblait. S'il te plaît, ne disparais pas encore. Je me suis arrêté. Le vent soufflait doucement sur la pelouse saccagée. Les pales du rotor cliquetaient faiblement en refroidissant derrière nous. Ma mère avait soudain l'air terrifiée. Pas de l'hélicoptère, pas de ma carrière, mais de perdre la chance de me connaître avant qu'il ne soit trop tard. Je suis resté là le temps d'un long battement de cœur, le dos à moitié tourné. Mais je n'ai pas répondu, et je ne me suis pas retourné. Pendant un instant, personne n'a bougé. Le soleil de fin d'après-midi étirait de longues ombres sur la pelouse abîmée, tandis que l'immense hélicoptère gris patientait derrière nous comme un animal gigantesque prêt à m'emporter au loin. La poussière s'accrochait encore au parterre de fleurs. L'un des carillons de ma mère se balançait faiblement près du porche, émettant des sons creux et doux dans le silence. J'ai resserré ma prise sur la lanière de mon sac et j'ai commencé à marcher vers l'aéronef. Puis j'ai entendu ma mère pleurer. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, juste les pleurs discrets et épuisés du genre de femme qui a passé la plus grande partie de sa vie à ravaler ses propres sentiments avant qu'ils ne deviennent un problème pour quelqu'un d'autre. Je me suis arrêté de marcher. Derrière moi, j'ai entendu ses pas se précipiter sur l'herbe. Élodie. Sa voix s'est complètement brisée cette fois. Je me suis retourné lentement. Ma mère se tenait là, des larmes coulant sur ses deux joues. Une main pressée contre sa poitrine comme si elle n'arrivait pas à respirer à fond. De près, j'ai soudain pu voir à quel point elle avait vieilli. Les petites rides autour de ses yeux, le tremblement de ses mains, la fatigue qui semblait tissée dans sa posture même. Pendant des années, j'avais été tellement en colère contre son silence que je n'avais oublié que le silence peut aussi venir de la peur. Ce n'est pas toujours de la faiblesse. Parfois, c'est de la survie. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté. Les mots m'ont frappé plus fort que je ne m'y attendais. Pas parce qu'il réparait quoi que ce soit ou ce n'était pas le cas. Mais parce qu'il était vrai. Pas d'excuses. Pas de tentative de justifier le comportement de mon père. Pas de faux semblants pour dire qu'il y avait eu un malentendu. Juste de la peine. J'aurais dû te protéger, a-t-elle dit d'une voix chevrotante. Je savais qu'il était dur avec toi. Je savais que ça te blessait. Sa voix s'est à nouveau brisée. Et je me disais sans cesse qu'en ne disant rien, je maintenais la paix. J'ai détourné le regard un instant vers la lumière déclinante au-delà des arbres. Il y avait tellement d'années accumulées en moi, tellement d'anniversaires manqués, tellement d'appels téléphoniques qui s'étaient terminés avec moi fixant le plafond d'une chambre d'hôtel à l'étranger, me demandant pourquoi je continuais d'essayer. Je pensais que le pardon me ferait l'effet de quelque chose de grandiose quand il arriverait enfin. Mais en réalité, c'était silencieux. Comme si on posait à terre un objet lourd après l'avoir porté trop longtemps. Je croyais que tu ne m'aimais pas, ai-je avoué doucement. Ma mère a immédiatement couvert sa bouche de ses mains, comme si la phrase l'avait blessée physiquement. Oh, mon Dieu! Je sais maintenant que c'est faux, ai-je continué. Tu ne savais juste pas comment lui tenir tête. Les larmes ont coulé plus vite sur son visage. Pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai fait un pas en avant et je l'ai prise dans mes bras. Elle s'est effondrée instantanément. J'ai senti ses bras se serrer autour de moi avec une force désespérée. Et d'un coup, elle sanglotait contre mon épaule, comme quelqu'un qui pleurait les années qu'elle ne pourrait jamais récupérer. J'ai toujours été fier de toi, a-t-elle chuchoté à travers ses larmes, même quand je ne le disais pas, mes yeux m'ont brûlé de façon inattendue. Je l'ai serré un peu plus fort pendant une seconde avant de reculer doucement. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé, maman. Je le sais. Mais je ne veux plus porter tout ça. Elle a hoché la tête faiblement. Derrière elle, mon père se tenait toujours près de la terrasse. Seul, maintenant. Julien s'était éloigné vers l'allée pour lui laisser de l'espace. Les voisins étaient pour la plupart retournés chez eux, bien que quelques rideaux bougeaient encore de temps à autre. Même de loin, mon père avait l'air plus petit. Pas physiquement, mais spirituellement.
Comme si la vie l'avait enfin forcé à se regarder en face, sans aucune distraction possible. Je me suis avancé vers lui lentement. Chaque pas me semblait étrangement serein. Plus aucune colère, plus aucun besoin de gagner. C'est ce qui m'a le plus surprise. Mon père m'a regardé approcher avec l'expression incertaine d'un homme qui a passé des décennies à croire que l'autorité lui revenait de droit, et qui réalisait soudain qu'il ne comprenait plus du tout ce qui se passait autour de lui. Quand je me suis arrêté devant lui, aucun de nous n'a parlé immédiatement. Puis il s'est raclé la gorge. « Tu as vraiment remboursé la maison. » »« Oui. »« Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» J'ai esquissé un sourire faible et fatigué. « Est-ce que ça aurait changé quelque chose ?» Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ce silence a répondu à la question bien mieux que des mots n'auraient pu le faire. La brise a soufflé doucement dans les branches au-dessus de nous. Quelque part au loin, un chien a aboyé. Le monde continuait de tourner malgré tout ce qui venait de se passer entre nous. Finalement, mon père m'a regardé droit dans les yeux. Et pour la première fois de toute ma vie, il avait l'air incertain. « Je pensais que je te protégeais », a-t-il dit doucement. Je l'ai étudié attentivement. « Non », ai-je répondu. « Tu protégeais l'idée que tu te faisais d'une fille. » Il a baissé les yeux. Un long silence s'est installé entre nous. Puis, presque trop bas pour être entendu, il a dit « Je me suis trompé sur ton compte. » C'était tout. Pas de grand discours, pas de larmes, pas de transformation soudaine en père parfait. Juste quelques mots arrachés douloureusement à un vieil homme fier qui avait passé 70 ans à croire que s'excuser rendait les gens faibles. Et d'une certaine manière, ça leur donnait encore plus de valeur. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine, un nœud dont je n'avais même pas conscience. Pas une guérison totale. Peut-être que ça n'existe pas. Mais quelque chose qui ressemblait à la paix. Le colonel s'est approché une dernière fois. « Mon commandant », a-t-il dit respectueusement. « Nous devons y aller. » J'ai hoché la tête une fois. Puis j'ai tendu la main vers mon père. Pendant une demi-seconde, il l'a regardé avec gêne. Puis il a complètement ignoré la poignée de main et m'a tiré vers lui pour une étreinte brusque et inhabituelle. Ça a duré peut-être 2 secondes, 3 tout au plus. Mais je ne saurais décrire ce que ça fait de passer sa vie entière affamé d'affection, pour finalement recevoir la plus infime miette de ce dont on a toujours eu besoin au moment où on s'y attend le moins. Quand il s'est reculé, ses yeux étaient humides, bien qu'il aurait préféré mourir plutôt que de l'admettre. J'ai attrapé mon sac marin une dernière fois et je me suis tourné vers l'hélicoptère militaire. Les 2 officiers se sont immédiatement redressés à mon approche. Puis les 2 hommes ont salué de manière impeccable. Cette fois, avant que je ne puisse leur rendre leur salut, un mouvement a attiré mon attention. Mon père. Lentement, maladroitement, il a lui aussi redressé les épaules. Sa main s'est levée avec hésitation vers son front. Le salut n'était pas parfait selon les critères militaires, loin de là. Ses doigts tremblaient, mais il était sincère. Et pour la première fois de ma vie, mon père ne saluait pas un grade. Il me saluait, moi. J'ai rendu les 3 saluts en même temps. Puis je suis monté à bord de l'appareil. La rampe arrière a commencé à se refermer tandis que les moteurs rugissaient de plus belle, faisant vibrer l'herbe et les arbres sous le ciel assombri de Provence. À travers l'ouverture qui se rétrécissait, j'ai vu ma mère s'accrocher au bras de mon père tandis qu'il se tenait immobile au milieu de la pelouse saccagée, levant les yeux vers moi. Il n'était plus honteux, ni en colère, il était juste bouleversé par la réalisation que la fille qu'il avait sous-estimée était devenue quelqu'un d'extraordinaire pendant qu'il ne prêtait pas attention. Alors que l'hélicoptère s'élevait dans le ciel, le quartier est devenu tout petit en dessous de nous. Et pour la première fois de ma vie, mon père m'a enfin vu, juste avant que je ne disparaisse.